Bonjour Thomas Ménager. Bonjour, merci. Soyez le bienvenu. On va commencer par ce qui inquiète dorénavant les Français, à savoir ce nouveau virus, l'hantavirus. Il y aura 2 réunions interministérielles par jour, une conférence de presse qui est prévue ce soir par la ministre de la Santé pour informer, pour essayer d'être transparent. Écoutez Marion Maréchal, présidente du parti Identité Liberté, députée européenne, qui estimait que la parole gouvernementale est entachée par le Covid. Elle a été sur France 2 ce matin. La parole gouvernementale est légèrement entamée, affaiblie par l'expérience, c'est vrai, un peu douloureuse du Covid, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, que ce soit sur le risque évidemment maladif du Covid, que ce soit sur les stocks de masques, que ce soit sur l'origine du virus et sur le déroulé général de la gestion de cette crise, ce qui est vrai, c'est que ça ne participe pas à ce qu'il y ait une confiance populaire dans la parole gouvernementale, ce qui fait que les décisions sont plus ou moins appréciées. Maintenant, je ne suis pas médecin, je constate qu'il y a un revirement gouvernemental qui plaide davantage pour un durcissement des conditions d'isolement de ces populations potentiellement malades. Je crois qu'on peut s'en féliciter, ce qui évite à la fois la psychose et puis un risque sécuritaire et sanitaire manifestement important malgré tout. Thomas Ménager, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une défiance envers la parole gouvernementale concernant ces crises sanitaires ? Globalement, il y a une défiance envers la parole politique. Et c'est vrai que l'épisode du Covid n'a fait qu'accentuer cette défiance vis-à-vis de la parole, notamment au plus haut sommet de l'État, notamment au niveau du gouvernement et de ce qu'on a pu vivre à cette époque où il y a eu des revirements perpétuels, il y a eu une volonté à un moment, je pense, de masquer, peut-être pour ne pas faire peur, mais à un moment, le peuple français est un peuple qui est mature, qui peut entendre quand il y a des risques, quand il y a des doutes, quand il y a des incertitudes. Et on espère cette fois-ci, pour le moment, on semble être vers le bon chemin. On n'a rien à reprocher au gouvernement actuellement. Il y a eu une reprise en main. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que là, pour l'instant, cette gestion de crise vous paraît adéquate ? Oui, il y a eu une volonté de resserrer très rapidement, notamment avec un confinement, une mise en quarantaine à l'hôpital, avec au début une vision un peu laxiste en disant on va le faire à domicile, et on se rend bien compte que c'est un danger et que c'est dès le début qu'il faut être très ferme, très strict. Et nous avons une vision qui est pas polémiquée sur le sujet. Si ça va dans le bon sens, on va le soutenir. Après, on souhaite quand même être très attentif et faire notre rôle en tant que parlementaire. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que vice-président de la Commission des Affaires sociales, au nom du groupe Rassemblement National, j'ai saisi hier soir le président de la Commission, Frédéric Valletoux, pour demander une audition de la ministre. Déjà Stéphanie présent. Oui, parce que il y a eu un certain nombre de prises de parole de la ministre sur lesquelles on attend des précisions. Elle a été invitée chez vos confrères de France Inter hier matin. On lui a posé la question des stocks de masques. Peut-être qu'elle n'avait pas tous les éléments, mais on sait qu'elle a été un peu la polémique et la réalité Elle a des dit stocks. que c'était bon, en gros. Oui, mais quand on lui demande le nombre, étrangement, elle ne le donne pas. Alors voilà, l'idée, c'est pas d'être suspicieux ou complotiste, etc. Mais c'est nous, en tant que parlementaires, de poser la question pour protéger les soignants, pour protéger la population. Est-ce qu'on a suffisamment de masques ? Est-ce qu'on a suffisamment de tests ? Est-ce qu'on a suffisamment de blouses ? Est-ce qu'on a les médicaments ? Voilà. Est-ce que tout ce qui a été un échec pendant la crise du Covid, est-ce qu'on a tiré les leçons ? C'est notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement, de manière calme, apaisée, non polémique, mais c'est ce que j'espère on pourra faire en commission des affaires sociales, parce que vous l'avez dit, si on est totalement transparent, on va recréer une certaine confiance en la parole politique, en la parole gouvernementale. Vous voyez, on va aider le gouvernement à ce que les Français croient. Je pense que quand on est sur un sujet aussi majeur que la santé publique et tous les impacts qu'il y a derrière, c'est notre responsabilité d'agir ainsi. Sébastien Lecornu appelle à une coopération sanitaire européenne. Avec tous les pays de l'Union européenne, vous y êtes favorable ? On est dans une société mondialisée. Donc on aura beau faire tous les efforts que l'on souhaite, et surtout, on l'avait vu la dernière fois, on n'en est pas là. À un moment, il faut se poser la question même de la capacité à fermer nos frontières. C'est pas le sujet pour le moment, on n'y est pas du tout. Mais on est dans une société mondialisée avec des échanges de marchandises, des échanges de personnes, avec des pays qui seront plus ou moins sérieux, plus ou moins stricts. Je crois que les Américains, là, pour le moment, n'ont peut-être pas pris totalement la nature, au-delà même de la coopération européenne. Il y a une coopération, un échange mondial et des décisions qui devront être prises si certains pays n'entendent pas la nécessité d'être très ferme, très strict dès le début sur l'isolement, le confinement, la mise en quarantaine. Les recommandations de l'OMS, en fait. Oui, des recommandations scientifiques.
Voilà, on n'est pas, moi je suis pas épidémiologiste, ça va être encore, vous savez, le fameux débat où vous allez recevoir on les tout le revoit monde tous. vous allez avoir tout le monde qui va On passer. voit les tout le visages monde- et les noms qui reviennent. Exactement, c'est certains qui devaient voilà, se morfondre de ne plus être invités, doivent voir ça d'un bon œil. Les grands spécialistes qui vont revenir sur les plateaux, nous, on est là en tant que politique, voilà, veiller à ce que l'État soit prêt, il faut rester à notre place, écouter les scientifiques et prendre des dispositions après voilà, de nature à protéger la population. Mais au stade où on en est de cette nouvelle crise, vous pensez que les leçons du Covid ont été tirées ? Ben, je pourrais vous répondre après l'audition. En tout cas, les débuts de la crise, si on Les compare ces débuts de la crise. Parce que là, on en est au début. Mais on sait globalement, pas si comment on ça va prend se- un peu de hauteur, je Ouais. pense que les leçons n'ont pas été tirées. Enfin, sur la question, sur quel sur la sujet, question par des exemple médicaments. On le voit sur la question des substances actives, des principes actifs. Aujourd'hui, on dépend quand même encore énormément de la Chine, de l'Inde, et que, en fonction de la nature, et je vous dis encore, je suis pas médecin, de cette maladie, si jamais elle avait nature à devenir une pandémie, je ne suis pas certain qu'on ait la capacité d'être souverain, d'être indépendant, et qu'on ne dépende pas d'un certain nombre de pays étrangers qui, si jamais il y avait des besoins sur le marché mondial de médicaments, ne pourraient pas fermer le robinet ou faire monter les enchères. Voilà, donc que ce soit sur la question des masques, est-ce qu'on a encore toutes les capacités de monter en puissance sur la production ? J'ai un doute avant tout sur la réindustrialisation de notre pays, sur des secteurs stratégiques, sur le matériel, sur la pharmacie, sur le secteur pharmaceutique. Sur ce point-là, globalement, beaucoup d'annonces, beaucoup de prise de conscience, notamment d'Emmanuel Macron après la crise du Covid, et au final, une réindustrialisation qui est aujourd'hui inexistante ou à des prémices très loin de notre capacité à être indépendant. Et sur l'hôpital public, vous vous souvenez aussi des annonces qu'il y avait eu après la crise du Covid pour essayer de donner plus de moyens à l'hôpital public, pour revaloriser aussi tous ces personnels essentiels qui l'ont été pendant la crise du coronavirus, qui le sont aussi jour après jour et qui peuvent être de nouveau en ligne de front là, à l'avant, on va dire, si jamais il y a une crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que les efforts qui ont été faits avec le plan Ségur ont été suffisants ? Non, on est très loin de ce qu'il faudrait, et je le vois moi sur mon territoire au centre hospitalier de l'agglomération montaroise en tant que député. Voilà, il y a un manque criant de personnel, un manque d'aides-soignants, un manque d'infirmiers, un manque de moyens dans l'hôpital public. Mais tant qu'on n'aura pas fait des choix sur notre modèle social, des économies nécessaires pour réinvestir en fait dans notre modèle de santé qui était quand même leader, on était très fiers. On voit bien qu'on s'en est rendu compte au moment du Covid, et que les leçons n'ont pas été tirées aujourd'hui. Donc, c'est vrai que quand on voit qu'il y a un certain nombre de Français qui sont inquiets à juste titre, j'aimerais pouvoir sur votre antenne aujourd'hui leur dire que l'hôpital public va beaucoup mieux. Non, l'hôpital public est encore en tension et aurait des difficultés. Ça sera encore une fois les soignants qui ont été remarquables pendant le Covid, qui ont été applaudis pendant le Covid, qui ont eu une petite revalorisation un peu pour acheter la paix, mais derrière... Et il y avait eu un vaste plan, encore une fois, quand même, qui avait été lancé. Enfin, il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table, mais il y a un tel retard, et il y a surtout tout un tas de problématiques qui existent aussi à l'hôpital, notamment à l'image de la société, une violence à l'hôpital, les manques aussi de médecins, au-delà des infirmières et des aides-soignants, qui souvent se retrouvent un petit peu seuls, en sous-effectif, et qui donc, aujourd'hui, on le voit sur les infirmiers et les infirmières, la durée de vie dans la profession d'une infirmière, c'est 7 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, la plupart, en moyenne, craquent et font autre chose, partent dans une autre profession. Donc, il y a la question, bien entendu, de la rémunération, sur lequel il y a eu première avancée, il y a eu un geste, on peut que le soutenir, et on pouvait que le soutenir. Mais derrière, vous savez, peu importe le salaire à la fin du mois, quand il y a un mal-être social profond au travail, parce que vous faites le travail de 2 personnes, parce qu'il y a, moi je vois sur mon centre hospitalier, il y a plus de 10% de postes qui ne sont pas occupés, qui devraient être occupés. Eh bien, on est dans une spirale qui est malheureusement encore aujourd'hui négative et qui ne va pas dans le bon sens. Autre sujet, Thomas Ménager, je rappelle que vous êtes député RN du Loiret. Écoutez, Jean-Philippe Tanguy, qui est toujours le député RN de la Somme, toujours, mais il était ce matin au micro de Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Il a réagi aux propos de Bali Bagayoko sur une possible victoire du RN. Vous vous souvenez là, ce qu'il avait dit la semaine dernière ? Écoutez, Jean-Philippe Tanguy.
C'est insupportable et tout le monde doit estimer que c'est insupportable. Si on gagne les élections, tout le monde doit respecter évidemment, enfin ça paraît incroyable de devoir le dire, le suffrage et le choix des Français. Et je crois que... Il n'est pas le seul à le dire à la France Insoumise. Absolument, mais je crois aussi que le maire de Saint-Denis, là, il a le melon. Donc il faut qu'il redescende parce qu'il veut toujours apparaître à la télé, il veut toujours se faire remarquer par des déclarations de plus en plus... Un concurrent pour Jean-Luc Mélenchon peut-être Je pense que ça devient un problème pour les Insoumis, mais ça c'est leur problème, ça les regarde. Mais je pense aux habitants de Saint-Denis, donc, qui n'ont rien demandé, qui sont des honnêtes gens comme tous les Françaises et les Français, et je pense qu'ils n'ont pas envie d'être représentés par un maire qui appelle à l'insurrection. D'ailleurs, c'est pas lui. Je doute que ce monsieur aille sur les barricades. Alors, je rappelle bien sûr que Bali Bagayoko a dit que si jamais le RN gagnait en 2027, il appellera à une mobilisation, à une insurrection. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a lui dit oui, une mobilisation, il a assumé, mais sans violence. Comment jugez-vous ces propos, vous, Thomas Ménager ? On le voit maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je pense que M. Bali Bagayoko dit tout haut ce qu'une grande partie des cadres dirigeants, et peut-être de Jean-Luc Mélenchon pense tout bas et n'assume pas. Enfin, on voit qu'il y a un petit peu de ligne. On rentre en présidentielle avec un Jean-Luc Mélenchon qui va chercher petit à petit à arrondir, à se rendre un peu plus respectable. Mais derrière, un certain nombre de chiens de garde de la France Insoumise qui essaie de chauffer à blanc la population, qui en fait veut mettre à mal nos institutions, la démocratie, la Ve République. Et donc c'est vrai que ça devient inquiétant parce qu'il y a une audience derrière. Enfin, on aurait pu se dire il y a quelques années que ce genre de propos auraient été vraiment c'était des propos marginaux. Aujourd'hui, clairement, il y a une audience, il y a un électorat qui écoute, qui suit et qui pourrait suivre de tels appels à l'insurrection. Il y a une mise à mal totale de nos institutions quand on voit aussi qu'il avait fait le choix. Je suis pas macroniste, on peut pas nous taxer d'être macroniste, mais d'enlever le portrait du président de la République, de remettre en cause la légitimité des urnes. C'est quelque chose qui est inquiétant et on doit tous, politiquement, je pense, être très ferme face à ces dérives. Et c'est vrai que je partage ce que dit Jean-Philippe Tanguy. Ça fait aussi de la peine pour les habitants de Saint-Denis qui espèrent, je pense, que le maire traite les sujets de sécurité. Vu ses prises d'opposition, on va en être loin. Les sujets difficultés sociales de ce territoire et cherche pas non plus à prendre la grosse tête, à vouloir faire parler de lui. Et on participe tous, malheureusement, en parlant de lui continuellement, à alimenter sa nouvelle popularité. Sans parler d'insurrection, Aurélien Lecoq, qui est député insoumis, qui était mon invité hier, qui était à votre place à ce micro, a dit, lui, que c'est normal, qu'il y a toujours eu des manifestations en démocratie, on en connaît régulièrement, et que donc si le RN passe en 2027, eh bien il manifesterait pour montrer leur désaccord vis-à-vis de telle ou telle politique. Ça, c'est notre constitution. Il y a un droit, une liberté constitutionnelle qui est le droit de se rassembler, de manifester, dès lors qu'on ne contrevient pas à l'ordre public. Et donc, ils seront libres de manifester. Je considère que ça n'apportera que peu de choses. Après, ils seront libres, comme régulièrement, face à tout gouvernement, de prendre des positions. Après, manifester uniquement contre le choix des électeurs au lendemain d'une élection, c'est-à-dire contre la souveraineté populaire, indirectement, ils vont manifester contre le peuple français qu'ils prétendent, semble-t-il, mais on en doute chaque jour un peu plus, défendre. Et donc, c'est une contradiction totale. Après, nous, vous savez, si on gagne, on les laissera manifester dans le calme, dans le respect des biens, des personnes. C'est ça ce qu'on essaiera de mettre en place. Est-ce que ça vous arrange finalement, RN, ce duel qu'on met en avant, là, un second tour RN et les filles ? Vous savez, on n'a pas à être heureux ou pas heureux. On ne choisira pas le candidat qui fera face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen à l'élection présidentielle. C'est juste inquiétant de savoir qu'ils peuvent aujourd'hui être éventuellement au second tour avec des prises de position telles que celle-ci. Personnellement, sur l'état de notre pays, l'état d'esprit d'une partie de la population, ça ne me réjouit pas qu'on soit dans cette situation avec ce duel qui est une possibilité à l'élection présidentielle. On continue de parler ensemble. Thomas Ménager, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National du Loiret, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée Nationale. On continuera de se projeter en 2027. À tout de suite. Leclerc. 13h, 15h, Europe 1 Info. 14h49, vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info avec Clélie Mathias. C'est votre invité Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret et porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Dans un instant, Thomas Ménager, on parlera de cette enquête qui a été ouverte après des violences commises contre une eurodéputée RN, c'est à Reims. Mais juste avant, on parle évidemment, on se projette la présidentielle. Écoutez Philippe Ballard, porte-parole du RN, député de l'Oise, qui a réaffirmé la volonté du parti d'avoir un ticket Le Pen-Bardella à l'élection présidentielle. Il était sur France Info ce matin.
Elle a l'expérience, Marine Le Pen, parce qu'elle a déjà fait 3 campagnes présidentielles en renforçant son score à chaque fois. Donc oui, elle a de l'expérience. Il est évident que cette expérience doit profiter au parti. Mais enfin, encore une fois, nous, notre scénario, c'est Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, Jordan Bardella, pour Matignon, voilà. Et puis en fonction donc elle n'est pas encore au Quai d'Orsay. En fonction de la décision de la justice, eh bien, c'est peut-être Jordan Bardella qui sera le candidat à l'élection présidentielle. Et quand on regarde les sondages, alors on ne va pas vendre, surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Selon l'adage, on est quand même, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, assez haut dans les sondages. Mais enfin, il y a un an, et on a appris à être extrêmement prudent. Thomas Nager, ça veut dire quoi un ticket finalement? Ce serait, donc si jamais elle est condamnée, le 7 juillet on le saura, ce serait Jordan Bardella qui serait candidat pour la présidence et en gros Marine Le Pen pour le poste de Premier ministre? Ah non, Marine Le Pen s'est déjà exprimée dans cette hypothèse qui n'est pas, comme le dit mon collègue Philippe Ballard, l'hypothèse sur laquelle nous sommes actuellement, avec Marine Le Pen qui sera notre candidate à l'élection présidentielle et Jordan Bardella qui, lui, sera Premier ministre. Mais bien entendu, on ne peut pas nier qu'il y a une décision le 7 juillet qui aura un impact. C'est très clair pour les Français. Marine Le Pen l'a dit, Jordan Bardella l'a dit. Jordan Bardella sera éventuellement, dans cette hypothèse, candidat à l'élection présidentielle. Mais Marine Le Pen, elle, a déjà indiqué qu'elle ne souhaiterait pas être Première ministre. Donc c'est quoi un ticket alors? Après, vous savez, il y a plein de manières d'aider, d'accompagner, d'être présente auprès de Jordan Bardella pendant la campagne. Après la campagne, ça sera à elle. Vous savez, les Français connaissent un peu Marine Le Pen. Je pense que personne peut lui dire ce qu'elle devra faire. Je sais qu'elle pensera à l'intérêt supérieur de la nation, à l'intérêt général, à accompagner, aider éventuellement dans cette hypothèse. Je vous dis qu'il n'est pas l'hypothèse sur laquelle nous sommes actuellement Jordan Bardella et que les idées du Rassemblement national puissent être appliquées et qu'il puisse y avoir du changement. Après, ça montre quand même une vraie différence entre Marine Le Pen et la plupart de la classe politique. C'est-à-dire, la plupart voient une carte de visite, une voiture avec chauffeur. Elle l'a dit, c'est pas ce qu'elle souhaite. Vous pensez vraiment qu'elle voit ça? C'est pour ça qu'elle ne voit pas du tout ça, puisqu'elle aurait pu dire moi je veux être Première ministre, je veux les ordres de la République, je veux la carte de visite. Voilà, elle a dit qu'elle s'est préparée une grande partie de sa vie à être présidente de la République. Ce qu'elle sera, et nous ferons tout pour, et nous espérons que ça sera le cas après la décision de justice, parce que ça serait un vrai déni de démocratie d'empêcher la candidate aujourd'hui favorite du premier parti de France, celle qui est choisie, candidate légitime de son parti, à se présenter. Mais elle a la capacité de ne pas sauter sur n'importe quel poste. Mais comme vous voyez d'autres pourquoi on dit ça? Parce que quand on dit ticket, forcément, l'origine elle est américaine. C'est le poste de président et de vice-président. C'est pour ça que ça nous fait réagir. On est en France. C'est vrai que c'est original déjà d'avoir indiqué qu'il va y avoir un binôme. On fait figure d'exception dans la vie politique, dans la classe politique ou dans tous les partis politiques. Il y a souvent 2-3 figures politiques, mais qui se tirent dans les pattes à savoir qui va être celui ou celle qui sera en lead, en tête. Et là, on a 2 personnalités qui pensent à l'intérêt des Français, à régler les problèmes de santé, de sécurité, d'immigration avant leur petite carrière personnelle, leur petit ego. Et voilà, et Marine Le Pen sera dans tous les cas aux côtés de Jordan Bardella si c'était cette hypothèse. Et alors, s'il est candidat à la présidentielle, on a appris que Jordan Bardella resterait président du Rassemblement national, ce que n'avait pas fait en revanche Marine Le Pen, qui à chaque fois s'était retirée de ses fonctions pour assumer cette candidature, et notamment entre les 2 tours, donc en vue du second tour, en disant voilà, moi je ne suis pas présidente d'un parti, je suis présidente de tous les Français. Pourquoi là, Jordan Bardella resterait président du parti? C'est une différence quand même. Oui, alors le contexte est différent parce qu'à l'époque on était un beaucoup plus petit parti, on n'avait pas d'alliance, donc même en 2022. Il y avait une volonté. Oui, mais on était un peu seul en 2022, faut être sincère. Aujourd'hui, on a une grande alliance, c'est-à-dire que le candidat du Rassemblement national ne sera pas seulement le candidat du Rassemblement national. Il sera le candidat de l'UDR d'Éric Ciotti, d'un certain nombre de personnalités comme Marion Maréchal qu'on écoutait il y a quelques minutes auparavant, qui ont déjà dit qu'ils soutiendraient le candidat du Rassemblement national. Donc ça sera déjà plus le candidat uniquement d'un parti politique, mais déjà le candidat d'un rassemblement qui est aujourd'hui la première force. Le contexte est donc sensiblement différent, et tous les autres prétendants à l'élection présidentielle, que ce soit Édouard Philippe, Monsieur Retailleau, sont présidents de parti, donc on est dans une situation différente. Voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que oui, on connaît des candidats qui sont présidents de parti, mais là, elle s'était démise à chaque fois, en 2017, en 2021. Parce qu'il y avait un signal, on était un plus petit parti, je vous dis, on était un peu seul. Maintenant, on est déjà dans une grande alliance, on est déjà dans un bloc beaucoup plus large. Moi, je serais heureux d'accueillir le 24-25 octobre à Orléans, dans mon département, pour le congrès, pour ce premier meeting présidentiel.
avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen. Et voilà, et c'est vrai que ça sera un grand moment parce qu'on est maintenant un parti avec près de 150 000 adhérents. On est un parti sensiblement différent de celui de 2022. Thomas Ménager, je voulais vous faire écouter cet extrait de reportage, puisqu'une eurodéputée du Rassemblement national a été violemment agressée à Reims alors qu'elle tournait donc un reportage pour CNews sur l'insécurité dans cette ville. Une plainte, bien sûr, a été déposée. Écoutez cet extrait devant la maison de quartier Wilson à Reims. On est sur la place Mozart, on est juste à côté de la maison de quartier Wilson, qui a été saccagée par une quinzaine d'individus il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle va rouvrir, parce que les dommages sont très importants. Il y a des individus qui sont à proximité et qui visiblement ça les dérange qu'on soit juste à côté. Et visiblement on dérange, mais c'est bizarre parce que le maire de Reims, Arnaud Robinet, dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Voilà, la preuve. Le week-end du premier tour des élections municipales, elle a été totalement saccagée par une quinzaine d'individus. Voilà. Donc voilà le résultat. Voilà, on nous invite à partir. Alors, est-ce que vous avez été suffisamment soutenu par Arnaud Robinet, justement, le maire de Reims ? Alors déjà, moi je témoigne mon soutien à Anne-Sophie Frigou, notre collègue députée, en question, qui est courageuse, qui est beaucoup plus courageuse qu'un nombreux hommes politiques qui ne vont pas dans ces quartiers et qui font fi qu'il n'y a pas de zone de non-droit, de la même manière que c'est triste de voir que hier matin ou ce matin, le directeur général de la police nationale disait qu'il n'y avait pas de zone de non-droit. Si, en France, il y a des endroits où quand on est une personnalité politique, quand on est un journaliste, on ne peut pas se rendre. Et non, malheureusement, à cette heure, pour avoir échangé avec ma collègue Anne-Sophie Frigou, Monsieur Robinet, le maire de Reims, qui nie qu'il y a des zones de non-droit, parce que les images sont très violentes. Là, on est à la radio, mais elle a été, elle a reçu des projectiles, des liquides, elle a été insultée. Vous avez eu la courtoisie de ne pas donner toutes les insultes qui ont pu être proférées. Elle n'a pas reçu le soutien du maire. Soutien d'Édouard Philippe, qui sera dans le dispositif. Oui, parce que Arnaud Robinet est un maire Horizon. Proche d'Édouard Philippe, maire Horizon. Et donc, ceux qui aujourd'hui pensent que cette prétendu centre-droit veut lutter contre la racaille dans un certain nombre de quartiers, on se rend compte que dans les faits, aujourd'hui, quand ils sont au pouvoir, quand ils sont aux responsabilités dans leur commune, ils ferment les yeux. Et heureusement qu'il y a des élus du Rassemblement national courageux, comme Anne-Sophie Frigou, pour montrer la réalité, des journalistes, pour y aller, quand beaucoup se cachent, mettent leurs mains sur leurs yeux et font fi d'une réalité que les Français, eux, qui vivent dans ces quartiers, vivent au quotidien, en bas de leur immeuble, et ont peur quotidiennement pour leurs enfants, pour leurs proches. Merci beaucoup Thomas Ménager. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement national du Loiret, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale.